Vous êtes à The Ozili Podcast en présence de notre conseiller, Monsieur Charles Blé, et notre invité spécial, Christian Lopez. Et aujourd'hui, nous échangerons sur la motivation, le wake-up, j'ai envie de dire. Avec notre invité, c'est tout un parcours, toute une histoire, un vécu, âme sensible, s'abstenir. Monsieur Lopez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à The Ozili Podcast. Je suis contente de vous avoir. Enfin, nous y sommes. Qui êtes-vous? Je suis Monsieur Zouri Christian Lopez, à l'état civil. Je suis un jeune Ivoirien, marié. Ça fait 11 ans que je suis marié maintenant. Waouh. Ouais. Et je suis père d'un enfant. Voilà. Père d'un enfant, marié. Oui. Et bien entendu, on a hâte d'entendre votre histoire. Ce pourquoi vous êtes là justement sur ce plateau de Ozili Podcast. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre parcours, nous raconter votre vécu? D'accord. Je pense que raconter mon vécu serait un peu long, mais bon, je vais essayer de... On a tout le temps, on a quand même une heure. D'accord, ok. Quand même, ouais. D'accord. Donc, comme je disais tantôt, je suis un jeune Ivoirien, mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a plus de 60 ethnies. Donc, je suis Dida de Lakota, président de Baïri. Donc, je profite de cette occasion pour saluer tous mes parents de Baïri. Salutations. Et voilà que je suis né dans une famille polygame. Mon père avait 2 femmes. Et bon, ils ne sont plus aujourd'hui, hein, donc je parle à leur mémoire déjà. Et j'ai grandi dans une famille vraiment aimante. Les 2 épouses m'ont beaucoup aimé. Chacune d'elles a donné son amour qu'elle pouvait et tout. Et après ça, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Un jour, bon, comme tout jeune hein, de mon âge, on joue au foot, ça et là et tout ça. Et après un match de football, j'ai eu un choc. D'accord. Et j'ai eu un bouton qui a commencé à pousser au niveau de mon majeur. Voilà. Je montre ce doigt parce que l'autre, j'ai été amputé. Oui. Donc j'ai eu un choc là. Et on a essayé en africain, on a essayé de faire la médecine traditionnelle et tout ce qui va avec. Mais j'ai constaté que le bouton grandissait au fur des mois, au fur des années, ça grandissait, au point que ça m'empêchait de mettre la main dans la poche. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé voir un médecin. Et quand je l'ai vu, il m'a ausculté, il a regardé, il a dit, bon, tu envoies un peu d'argent, on va te l'enlever. Carrément, direct. Ouais, et Dieu va te l'enlever. Mais c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'on a fait la première intervention chirurgicale. Et ils me l'ont enlevé. Et un trimestre plus tard, c'est revenu de plus belle. C'est-à-dire le doigt, le bouton, il est revenu, à l'étape, comme à l'étape initiale en fait. Oui, mais là, un peu plus... C'était devenu un peu plus grave en fait. Donc, je dis à mon épouse, écoute, ça commence encore à repousser. Elle m'a dit non, certainement que c'est quand ils ont certainement mal fait les choses et tout ça, que c'est fini. Mais ça m'obstinait en fait. Donc, je n'arrivais pas à comprendre. Et j'ai fini par avoir raison parce que ça poussait. Et après, mon épouse et moi, on se posait pas mal de questions. On ne savait vraiment pas qu'est-ce qu'il y avait. C'est ça. Et je suis retourné voir encore le même médecin. Je lui ai dit, écoute, des années plus tard, hein, j'ai dit, écoute, tu as fait une intervention, mais voilà. Il dit, non, tu me remets de l'argent, on l'enlève. Et toute cette action se passait où exactement? Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Très bien. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer l'hôpital. Du tout, voilà. Pour éviter les pubs. Voilà, donc c'est passé en Côte d'Ivoire. Et il a refait encore l'intervention. Et après cette intervention, j'ai senti encore que
le même bouton revenait encore de plus belle. Et pour la troisième fois? Pour la troisième fois. Pour la troisième fois. Alors je me posais pas mal de questions. J'ai demandé à ma mère, paix à son âme. Je lui ai dit, écoute, ça ne va pas. Mes frères, mes sœurs, ça ne va pas parce que je sais pas ce qui se passe. J'ai fait 2 interventions, mais rien. Donc c'est comme ça, avec ma femme, les parents et tout, je viens au Maroc. Et une fois au Maroc, c'est la vie du Maroc, hein, tellement difficile, seul, il fallait que j'arrive à me débrouiller, mais j'avais encore mon bras. Donc j'étais en train de tout mettre en œuvre et tout ça, et j'ai commencé les soins. Et quand j'ai commencé les soins, ils m'ont fait une série d'examens pendant 1 année, et c'est après ça que ils m'ont diagnostiqué. D'abord ils m'ont dit que c'était une tumeur, mais c'est une tumeur maligne. Et nous précisons que c'est le bras droit. Le bras droit, le bras avec lequel je faisais tout. Qui est beaucoup plus sollicité. Je suis droitier, pour vous dire, je suis droitier. Donc, quand ils ont diagnostiqué la tumeur, le docteur il m'a fait savoir que c'était un cancer qui se cachait derrière. Parce que les tumeurs malignes, elles sont généralement cancéreuses. Donc là, il fallait qu'on parte au plus pressé. Waouh! Et ça vous a pris combien de temps comme ça pour réaliser ça? Parce que quand même 3 fois de suite pour que ce bouton en question revienne et reprenne surface. C'était dans une période de combien de temps? 1 mois, 2 mois, 1 an? Non, ça revenait chaque trimestre au fait. Après 3 mois, c'est-à-dire quand on fait l'intervention, j'ai 1 mois de soins. 2e mois, ça commence à bien guérir. Le 3e mois, je constate que ça commence à repousser. Wow. Et ils ne l'avaient pas détecté au plus tôt? Non, ils ont juste enlevé, comme ça, en Côte d'Ivoire, ils ont juste enlevé, ils m'ont dit, bon voilà quoi. On l'enlève, il repousse. Au bout de 3 mois, on l'enlève, il repousse. Ouais. Alors donc, il fallait aller plus loin. Donc le cancer est détecté et par la suite? Et par la suite, comme j'ai dit, je débarque ici, j'arrive et puis bon, le docteur me dit que c'est un cancer. Alors il fallait maintenant paraître au plus pressé parce qu'il m'a fait savoir comme ça que je peux passer de vie à trépas. Parce que les cellules cancéreuses pourraient remonter, se répandre dans le corps. Se répandre dans le corps et tout ça. Donc après l'examen, j'ai dit bon ok, il n'y a pas de souci. Et c'est en décembre 2023, pour moi, ça allait être encore une intervention chirurgicale où on m'enlevait encore le bouton là, on me l'enlevait et puis bon voilà, c'était fini pour moi, c'était ça. C'est à ça que je m'attendais. Point de vue psychologique, je m'étais préparé à ça. Encore je m'étais préparé à faire une dernière intervention. Comme je me suis dit que je suis avec des spécialistes, je ne suis pas en train de dire que l'autre n'est pas un spécialiste, mais je dis ici, je me dis, bon, vu que je me suis déplacé ici, ça va être encore plus... La situation serait meilleure. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et surtout que j'ai fait 1 an en train de faire des examens, en train de faire des recherches sur ce mal-là. 1 an. Wow. 1 an en train de me balader, 1 an en train de faire des examens sur des examens. Donc en décembre 2023, le diagnostic tombe et je vais en traumatologie et c'est un professeur qui me reçoit. Nous étions en décembre dans cette période-là. Et puis il me fait savoir, il me reçoit un matin, là comme ça, hein, et il me dit comme ça qu'on doit amputer le bras droit. Waouh! En plein hiver, c'était... Comment vous vous êtes senti tout de suite, le choc? C'était un choc. Même quand j'en parle actuellement, j'ai encore des... Je le vois encore en face de moi en train de me parler. Il m'a dit non, on doit amputer le bras. Mais je suis resté sans mots. Et après, quand j'ai repris mes sens, je lui ai demandé, mais pourquoi vous voulez qu'on m'ampute le bras? Il dit non, parce que les métastases de ce cancer-là iront droit au niveau de ta cage thoracique. Et ça peut t'emporter. Donc, nous, c'est la seule solution qu'on a. C'est la seule solution qu'on t'offre. Il y avait urgence. Il fallait le faire. Mais j'ai refusé.
Vous savez pourquoi j'ai refusé? Pourquoi? Parce que je vis avec un autre handicap. Mon premier handicap avec lequel je vis, c'est que je vis avec un seul rein. D'accord. Je vis avec un seul rein. Ils m'ont fait une ablation du rein droit. J'étais encore plus jeune. Et je suis allé un jour à l'hôpital et le docteur que j'ai trouvé m'a dit que si j'avais poussé un peu loin, on ne m'aurait pas enlevé le rein. Donc Alors, ça semblait être une erreur médicale? Alors ça m'a marqué. Ça fait que j'ai voulu me battre d'abord avant d'accepter ce qui devait arriver. Vous me suivez? Donc, ce qui a fait que j'ai refusé. Et le docteur m'a dit, bon d'accord, si tu refuses, il n'y a pas de souci, mais on ne te donne pas l'année 2024. C'est-à-dire que si tu refuses, tu ne finiras pas l'année 2024. Donc, je suis allé faire une contre-expertise, je suis allé à Rabat, voir un docteur. Quand il a vu le dossier, il m'a dit, c'est la seule solution. Il faut qu'on t'ampute le bras. Je suis reparti ici dans un quartier, j'ai vu un spécialiste. C'était pareil. Il m'a dit, il faut qu'on t'ampute le bras. Donc vous avez pris en fait un deuxième avis? 3 avis même différents. Même 3 avis, ce qui est recommandé effectivement quand on a un mal. 3 avis. 3 avis, oui. Et le 3e avis était confirmé? Oui, après avoir fait une biopsie, vous m'excusez, m'excusez si... Oui. Après avoir fait une biopsie, et ils m'ont dit que c'était la seule solution. C'est confirmé. Voilà. Il faut vous faire amputer. Sinon, j'allais perdre la vie. Donc, j'ai fini par accepter. En mars 2024, j'ai fini par accepter. Et en avril, on m'a fait faire encore 2 examens. Oui. Et en mai, je passe dans la salle d'opération pour qu'on puisse m'amputer le bras. Donc, aujourd'hui, comme pour le constater, je suis là. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu y est pour beaucoup. Oui. Il y est pour beaucoup dans tout ce que j'ai traversé pendant cette période-là. Imaginez-vous loin de mon épouse, loin de mes frères et sœurs, loin de mon fils. Et supporter tout ça, c'était vraiment, il fallait que j'ai du coffre pour accepter tout ça. Et je vous ai dit tantôt que je vivais avec un seul rein. Oui. Voilà. C'était ça aussi. J'allais justement en revenir. Ça fait deux difficultés. Et voilà, un rein et un bras amputé. Comment vous surmontez ça au quotidien? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne le courage jusqu'aujourd'hui de dire je peux continuer, je peux vivre? Vous avez parlé de votre fils, votre épouse. Grâce à bien sûr ces personnes-là, vous arrivez à garder l'espoir, je confirme. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est bien sûr ça. Parce que j'avais en tête que je ne devais pas décevoir, surtout mon fils. Je n'acceptais pas, en fait. Et je me disais à chaque moment, bon écoute, je suis parti, et parti sans lutter, ça serait pas bien. Ça serait vraiment pas bien. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est Dieu, monsieur. C'est Dieu seul. Parce que moi, j'ai une foi énorme en Dieu, en fait. Ah oui? Ouais, avec tout ce que j'ai traversé. J'ai une foi énorme en Dieu. Fait que je ne doute pas, en fait. Je ne doute pas. Je ne doute point. En fait, c'est parce clair. que je sais que Dieu, il est. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, à chaque fois quand je dois passer, je peux dire, quand je dois passer en salle d'opération, j'ai dit, mais Seigneur, je sais que tu es là.
Il sait que tu es présent. Et toi-même, tu l'as dit, tu ne peux pas donner quelque chose qui est insupportable à mon corps. C'est justement parce que je peux le supporter. Exactement. Que tu permets que cela arrive. Alors, si c'est fait, je l'accepte. Je me confie à toi. Et puis, tu feras ce que tu voudras de moi. C'est comme ça toujours. C'est fait que je relativise à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente. Les situations, j'en ai connu comme ça en cascade. En cascade. Au point qu'arrivé à un moment donné de la vie, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je suis venu chercher. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Suis-je né pour souffrir? Je suis titulaire d'une maîtrise en criminologie. Ma génération, la plupart de mes amis sont commissaires de police. Je ne me suis pas arrêté là, puisque mon père, il voulait de moi un grand intellectuel. Il ne voulait pas que je sois... Parce que j'ai grandi dans un quartier où c'était le banditisme, c'était tout ce qui était mauvais. En fait. Des quartiers chauds. Très, très chaud. Très chaud. Donc lui, il voulait de moi quelqu'un qui sorte de tout ça. Alors lui, c'était l'école. L'école, l'école. Il me martelait ça à chaque mois. Donc j'ai fait une maîtrise en criminaux, j'ai fait un master 2 en ressources humaines. Je ne me suis pas arrêté là, je suis allé faire tout ce qui est certificat au niveau des ONG. J'ai fait un management dans les organisations. Donc, j'ai tourné et j'ai beaucoup étudié. Mais j'étais tout le temps attaqué. Voire même persécuté avec tout ce que vous rencontrez et tout. Tout le temps. Il y a de quoi penser ainsi. Tout le temps. Donc, ça fait que par moi, quand je suis là, quand je me retrouve, quand je fais une introspection de ma vie, je me dis, mais attends, c'est pas ce que je suis venu chercher. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, dans mon fond intérieur, quelque chose me dit, Dieu, puisque c'est pourquoi il t'a mis en vie. Alors, garde la foi et continue d'avancer. Alors, garde la foi et continue d'avancer. Justement, moi, j'aimerais bien que, je l'appelle affectueusement, Papa Blé intervienne à ce propos-là. Vu le parcours raconté, tout ce qu'il a vécu, alors il a posé planté le décor en disant « garde la foi » et continue d'avancer. Qu'est-ce que vous pourrez rajouter de plus avec tout ce qu'on a entendu? En effet, avec ce qu'il vient de dire, ça nous permet de tourner vers les Écritures qui nous parlent de la foi. Donc, pour ça, la Bible qui nous dit que les épreuves nous permettent de manifester la foi en Dieu. Parce que nous savons qu'une épreuve dans la vie d'une personne n'est pas faite pour le détruire, mais plutôt pour le bâtir, ressortir en lui le potentiel que Dieu a déposé. Et comme on nous le dit, c'est que aucune épreuve n'est au-dessus de nos forces. Tout à fait. Si tu vis une telle situation, c'est parce que Dieu sait qu'il a mis en toi la capacité de surmonter cette épreuve-là. Tout à fait. Et c'est la foi qui t'a manifesté là, qui t'a mené vraiment à pouvoir sortir grandi de cette situation. Et justement, ce que moi, dans l'histoire, ai entendu, ce que je retiens et ce qui permet justement aux internautes de comprendre réellement la vie, c'est le fait que vous ayez accepté votre état. Tout à fait. Le fait d'accepter, c'est parce que c'est déjà fait. Tout à fait. Est-ce qu'il faut s'apitoyer sur son sort? Est-ce qu'il faut rester là à pleurer, à dire pourquoi moi, pourquoi moi? Ben non, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez accepté votre situation, vous avez accepté d'écouter le médecin. Allez, on y va, c'est bon, c'est fait, on y va, j'ai envie de vivre. Parce que l'ultimatum avait déjà été donné. Tout à fait. Si le bras n'avait pas été amputé, vous ne serez pas en vie. On ne vous donnait même pas une longue période de vie. Tout à fait. Donc vous avez accepté votre état et allez, on y va. Mental, mind master, un mindset vraiment élevé, up, et puis voilà, vous avez accepté de subir cette opération-là. Et aujourd'hui, vous êtes en vie. Donc on célèbre en même temps la vie, ce qui est intéressant et qui nous donne le sourire, qui nous sort de ce décor de tristesse et nous fait entrer dans un autre décor de joie. Et moi, je veux vous poser tout de suite la question qui me vient à l'esprit, c'est comment se passe votre quotidien?
Votre fils, il vit avec vous? Oui, il est là, ça fait 2 mois. Et comment ça se passe avec lui à la maison? C'est quoi l'état d'esprit? Papa est à côté de moi. Est-ce que vous vous sentez plutôt l'enfant et lui le papa? Ou vous toujours le papa et lui l'enfant? Racontez-nous. Vous savez, quand je quittais la Côte d'Ivoire, il n'était pas aussi grand. Hein, quand il avait quel âge à peu près? Ben, il avait 15 ans. 15 ans. Il avait 15 ans quand je partais. Il avait 15 ans quand je partais, mais il n'était pas aussi grand. Alors, sa mère me dit, bon écoute, l'enfant il arrive, il va venir pour l'école et tout ça. Donc je suis, vous savez, tous les sentiments, j'étais vraiment partagé. Quelqu'un que j'ai pas vu, c'est vrai qu'on se voyait par WhatsApp, mais c'était un peu... Ouais. Alors j'arrive à l'aéroport, je le vois sortir. C'est un géant. Il a pris une hauteur. Je vois carrément un géant qui sort, me dit, papa, avec la voix qui va avec, il dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai mis cet enfant au monde. Et là, la fierté. J'étais fier. Je sais qu'aujourd'hui, il m'a pris comme ça dans ses bras. Il me dit, papa, c'est une parole qui m'a touché. Tu n'es plus seul. Je suis avec toi. Et je précise que quand vous quittiez la Côte d'Ivoire, vous aviez le bras. Donc, oui, vous avez vu avec le bras. Et quand il vous a vu avec le bras amputé, quelle a été sa réaction? Donc, il m'a regardé. C'est moi qui avait des larmes et tout. Il est venu, il m'a essuyé ces larmes-là. Il a dit, papa, tu n'es plus seul. Yes. Je suis avec toi. Motivation. Donc c'est votre source de motivation. Tout à fait. Ça a été et c'est toujours ma source de motivation. Wow. Parce que tout ce que je fais, vous savez, je dis toujours que un enfant, c'est Dieu qui donne un enfant. Et quand Dieu te le donne, Dieu te demande de veiller sur cet enfant-là. Puisque Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc c'est Dieu qui est là, à toi, de pouvoir veiller sur lui, de pouvoir lui donner tout ce qui est valeur. L'amour nécessaire, l'éducation. Pour que quand il grandisse demain, tu diras à Dieu, Seigneur, j'ai accompli ma mission. Tu m'as donné, grâce à toi, voilà ce que j'ai fait de lui. Donc, ça fait que je suis tout le temps. Pour la petite histoire, vous m'excusez, hein, quand j'étais malade, quand ma mère vivait encore, pour le rein, quand j'étais là, je ne marchais pas, j'avais perdu même l'usage des pieds. Je ne marchais pas, j'étais carrément à terre. Vous êtes un grand miracle. Je ne marchais pas. Et il y a des hommes de Dieu qui défilaient, qui venaient, ils me disaient, ils prient. Quand ils prient, je suis là. À un moment donné, ça m'énervait en fait. Ça m'énervait. Et ça, c'est ce que je demande à certaines personnes de comprendre. Il y a la psychologie du malade. Surtout ceux qui suivaient les malades, généralement. Il faut qu'ils comprennent que le malade, il ne pense pas comme vous. Le malade, on va dire qu'il est aigri, si on peut appeler ce thème-là. Il y a un état d'esprit assez particulier. Très, très particulier. Comment c'est fait que lui, il n'arrive pas à manger que toi, tu manges? Comment c'est fait que lui qui courait hier ne peut pas courir aujourd'hui, toi, tu cours? Comment c'est fait que toi, tu peux lui demander si ça va quand tu vois son état? Il est vraiment comme... Il est prêt à mort tout de suite. Donc, il faut être beaucoup patient quand tu es près des malades. Ça, c'est très important. Ça, c'est un conseil déjà. Mais moi, je pleurais. Je disais, mais je veux voir mon fils. Je veux mon fils. Tout de suite. Je veux voir mon fils. Ma mère, elle se cachait pour dire aux gens, non, ne l'envoyez pas. Vous connaissez un peu les superstitions africaines. Oui. C'est parce qu'il veut dire voir son fils pour mourir qu'il fait ça. Ah, je comprends. Donc, n'envoyez pas l'enfant. Tant que l'enfant ne vient pas, il va continuer à lutter. Parce qu'il veut voir son fils. C'est ça. Et ça, c'est bon signe. C'est ce que ma mère disait. Waouh, ça c'est purement la tradition, hein, voilà, n'est-ce pas? Elle dit c'est bon signe. Parce que tant qu'il demande son fils, dites-lui que l'enfant il viendra demain. Demain, vous le jetez à tout moment. Il va garder cet espoir-là. Donc mon fils, il représente beaucoup. C'est ma source de motivation. C'est vraiment ma source de motivation. Et alors il arrive, il vous voit, il vous prend dans les bras, il essuie vos larmes et après... Après, il s'étonne qu'il arrive à la maison que... Ben écoutez, moi, je suis déjà habitué à ma main gauche. C'est ça. Donc, le matin, je me lève, j'essaie de... C'est parce que vous aviez un long... les longues manches.
Donc il n'avait pas vu à l'aéroport. Non, si, il avait vu. Il m'a vu, il a vu. Il a vu. Quand il a vu, bon, lui, non, il s'est étonné de me voir en train de faire des travaux à la maison. Bien. Pourtant, moi, je finis par m'habituer à accepter, le faire. vous avez accepté votre état. C'est ça, surtout accepter. Et j'ai fini par commencer à faire des travaux. J'ai commencé à préparer, c'est que je prends ma main, c'est difficile. Ah ouais, vous cuisinez. Ah oui, c'est encore douloureux. Mais si je ne le fais pas, comment je vais faire pour manger? Donc, une seconde nature, de façon systématique, ça a développé en fait une autre capacité en vous. Tout à fait. Ce que je pensais jamais faire. Hein. Donc je me suis permis à couper. C'est vrai, il y avait beaucoup de difficultés. Mais vous y arrivez quand même, la volonté. Voilà. Donc il a regardé, il a appelé sa mère, il dit papa il est fort. Papa il est fort. Ouais. Et elle lui dit que, mais écoutez, je lui ai dit parce qu'elle lit aussi pour beaucoup. Hein. Arrivé à un moment donné, quand on m'a amputé le bras, j'étais à la maison, je ne voulais rien faire. J'étais là, j'étais encore dans des pensées. Découragé. Déjà que c'est difficile quand j'avais les deux bras, mais ça va l'être encore plus aujourd'hui que j'ai un seul bras. Donc c'est la question que je posais. Qui va m'accepter? Quelle entreprise voudra de moi? Comment les gens vont vous regarder? Le regard des autres. Et en parlant de regard, je suis même toisé même par mes, si je peux le dire, hein, par mes propres frères, que par les Marocains. Ok. Les Marocains, quand ils me regardent, ils ont pitié, ils compatissent. C'est un regard de compassion. Vous savez qu'on peut, à travers le regard, on peut savoir. Hein, oui, ce que chacun pense. Le regard, on dit beaucoup. Ouais, mais par contre, mes frères, quand ils me regardent, c'est un regard du genre, écoutez. C'est fini pour lui. Ouais, c'est fini. Ou bien c'est bien fait pour lui. Du genre, il le mérite. Il a eu ce qu'il méritait. C'est un peu ça. Et comment vous arrivez à vraiment surmonter tout ça, justement? J'allais vous poser la question, le regard des autres. Comment vous faites au quotidien? Vous vous levez, les activités, vous avez cette motivation, votre fils qui vous motive, votre femme également, on lui fait un coucou au passage. Merci. Et votre maman, qui est toujours en vie? Non, elle est décédée. Paix à son âme, mais qui vous a également porté son soutien. Vous l'aviez dit tantôt. Et comment vous faites au quotidien? Vous sortez de chez vous, vous allez au travail, voilà, qu'est-ce qui vous motive davantage? Vous avez Dieu, vous avez la foi. Je comprends que vous êtes un grand chrétien, et ce qui est en votre honneur, et c'est très bien. Mais au quotidien, comment ça se passe? Racontez-nous un peu. C'est d'abord l'acceptation, comme vous l'avez dit tantôt. Et tout ce qui m'est arrivé à un moment donné, c'est vrai, il y a eu le rejet. Moi-même déjà, le rejet, c'est que mettre la faute sur les autres, même moi m'accuser et tout et tout. Mais à un moment donné, quand je fais une introspection, je m'assois, je dis, ben écoute, il faut que j'accepte. Ce sont les vicissitudes de la vie. C'est arrivé, c'est arrivé. Donc, à moi maintenant de voir comment je fais. Et je recharge ma batterie pour que je puisse remonter. Alors, pour accepter le regard des autres, je tourne tout en dérision. C'est que quand je vois quelqu'un, moi-même je commence déjà à me moquer de mon bras afin que la personne en face déjà soit à l'aise au fait. Il faut que la personne soit à l'aise. Vous voyez, quand je vais par exemple au boulot, quand je suis avec mes collègues, je dis à mon collègue par exemple, lance-moi la feuille là que je l'attrape. Et tout le monde rit, ça fait que tout le monde est détendu et puis l'atmosphère est plus calme, et puis voilà, puis je suis plus serein, et puis voilà, je continue de faire mon boulot. Donc c'est un véritable travail, un véritable développement personnel. Tout à fait. En fait, pour vous mettre à l'aise, vous détendez l'atmosphère. Tout le monde, et puis comme ça, je suis à l'aise. Et vous êtes à l'aise. Et du coup, ça vous donne vraiment l'envie et un mental assez fort pour pouvoir continuer et pour pouvoir avancer. On comprend que c'est pas si facile. Non, justement. Qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire à propos de ça, Papa Blé? Je me retourne vers vous, justement. Oui, c'est vrai que comme ici, nous jouons beaucoup le rôle de conseiller. Parce que notre rôle, c'est d'emmener vraiment nos frères et sœurs, nos concitoyens, à pouvoir
se relever dans les moments Difficile. Et le cas de notre frère, vraiment, c'est une leçon. C'est une masterclass vraiment, d'une personne qui a pu surmonter beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Et comme il a dit, c'est un croyant. Et nous savons que vraiment, dans la vie, avec Dieu, on peut faire beaucoup de prouesses. Moi, je peux dire comme ça que dans mon analyse propre, dans ce que j'ai, si tu le veux vraiment, et vraiment, c'est une très belle leçon. Ah, c'est une très belle leçon de vie et moi j'aimerais aussi rajouter, renchérir, nous constatons effectivement que certaines personnes ont tous leurs membres complets, mais j'arrive pas à comprendre comment ces personnes se plaignent de la vie en disant que la vie est difficile, n'arrivent pas à trouver de quoi manger, du travail. Pour ma part, c'est un peu frôler la paresse, c'est-à-dire un manque d'engouement, un manque d'envie. À la limite, j'ai envie de rien faire. Voilà, il faut être motivé, il faut accepter sa situation, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Vous, dans votre cas, vous n'avez pas vos deux membres, mais vous vous levez le matin. Et oui. Vous allez chercher, vous allez... parce que vous avez toute une famille à nourrir. Oui, tout à fait. Vous avez une famille à nourrir, vous avez votre fils, vous allez chercher, vous allez travailler. Donc, il n'y a pas d'excuse. Je veux même dire, il n'y a pas d'excuse. C'est vrai que chacun a ses propres réalités. Tout à fait. Mais une autre chose est de pouvoir se dire que ce n'est pas la fin du monde. Et malgré sa situation, il ne faut pas baisser les bras. Il faut justement affronter la réalité et puis foncer, y aller, chercher ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Parce que la vie, c'est un trésor. Et je veux vous laisser continuer. Il n'y a pas d'anecdote en famille. Je me rappelle hors antenne, vous me racontiez par rapport à votre fils. J'ai vu la vidéo dans votre statut où vous aviez fait, c'était le TikTok. C'était quoi? C'est quand il était petit. Quand il était petit, il oui. Il dansait beaucoup. Il aimait beaucoup Michael Jackson. Oui. Si je peux le dire. Donc, il s'est fait appeler Michael. Donc, quand il passe avec sa chemise, il a une manière de marcher comme Michael. Donc, ça, quand je l'ai vu, je lui ai dit, tu te rappelles quand tu étais enfant? Il dit quoi? Il dit, tu aimais beaucoup Michael. J'ai dit, oui, si. Mais après, il dit, bon, d'accord. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer que Michael, c'est moi, en fait. C'est lui, Michael, c'est incarné en moi. Donc, il me dit, papa, t'es sûr? Il dit, oui, je peux faire. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Donc j'ai mis sa chanson, sa fameuse chanson Thriller, je pense. Thriller de Michael Jackson. Donc j'ai mis ça et on a fait le ballet. Donc j'étais tellement sûr, il était arrêté, il dit mais papa attends. Donc c'est comme ça qu'il danse, il dit oui. Mais c'est ça, c'est ce que je fais en fait, généralement ce que je fais. Elle n'a pas été bien exécutée. Ben hein. Après, après on pourra avoir la vidéo. Oui, c'est ça. Et puis on pourra la montrer. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Voilà. Ça n'a pas été carrément bien exécuté. Et moi, je dis mais attends, voilà, il a de la joie de vivre. C'est surtout ça. Oui, il a la joie de vivre et c'est motivant. C'est surtout ça. Il garde le sourire. Surtout. Hein, bien vêtu, vraiment, voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Surtout ça. En tout cas, moi, je suis bluffé, hein. Je suis vraiment bluffé. Merci beaucoup. Même moi, ça me motive énormément. Ouais. Je pense que lui aussi, on est tous bluffés par cette belle histoire. Ouais. Triste peut-être, mais qui sort avec beaucoup de leçons. C'est ça. Voilà, on en tire énormément de leçons. Je vous laisse rajouter. Moi, ça nous rappelle un peu, si je peux le dire, l'enseignement que notre Père nous enseigne sur la joie divine. C'est ça. Parce que la joie, c'est un grand remède. Et je vois que notre frère, il développe beaucoup la joie divine. La joie. Parce qu'il laisse vraiment, il laisse ses émotions, il laisse sa tristesse et il jouit de la vie. C'est ça. Il se réjouit avec son fils. Il ne s'apitoie pas sur sa situation. Exactement. C'est là pour moi un grand secret, un grand remède même pour son bien-être, pour sa guérison. Tout à fait. Sa guérison. C'est une grande force. En tout cas, chaque fois. Merci beaucoup. Merci. Ben, moi, j'ai envie de continuer avec les questions parce que aujourd'hui, c'est votre salon et on a vraiment envie de creuser. Creuser. Alors, une question me vient à l'esprit. Vous pratiquez le sport? Oui. Lequel? Je fais des pompes avant, mais j'ai arrêté.
Mais sinon, à la maison, je ne sais pas comment on dit, je fais juste je ne sais pas comment appeler ça au niveau de mes cuisses. Je fais du sport à la maison. Ça a été conseillé pour d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation que Dans la vous? même situation, ce qui m'a été conseillé moi, au départ, c'est que quand je suis allé voir le psychologue, il m'a dit, écoute, c'est vrai, tu as accepté, mais vas-y, montre-toi aux gens. Reste pas dans le noir. Vas-y, sors. Accepte le regard. C'était pour que je puisse accepter le regard des autres. Vas-y, sors. Donc, j'ai commencé à aller sur TikTok. J'ai commencé à danser. Et ça fait que pas mal de personnes qui me connaissaient en Côte d'Ivoire commencent à me voir. Ça se plaît des questions et tout, des commentaires et tout ça. Mais je ne répondais pas forcément à ces commentaires-là. C'était quoi, des commentaires méchants ou non. Des non, mais des commentaires gentils, des commentaires qui me ramenaient un peu dans mon état initial, ce qui font pitié. D'accord, de la tristesse. Oui, la tristesse et tout. Que moi, c'est pas ce que je voulais. C'était pas l'idée recherchée, voilà, c'était pas l'objectif. Voilà, c'est pas ça, c'était mon objectif. L'objectif était que je parte, que je sois en joie, que je partage cette joie. Que vous communiquez la joie justement à toutes ces personnes. Et ça fait un mois que j'ai arrêté. Mais c'était ça. Sinon, je pratique du sport. Je fais du sport. Mais ces jours-ci, je suis un peu essoufflé. Donc, mais quand je me réveille, je prends les marches. Je suis au 4e. Je prends les marches. Comme ça. C'est aussi du sport, hein? Ben oui, justement. Voilà. Je marche, je descends. Je pratique ce sport-là, en tout cas. Et qu'est-ce qui a été recommandé par la médecine? Est-ce que c'est terminé les soins? Ça y est, vous allez bien? Non. Qu'en est-il exactement? Non. Vous savez, pour cette histoire de cancer, vous savez que le cancer, c'est quelque chose qui est terrible. Hein? C'est terrible. Mais bon, je rends grâce à Dieu déjà pour la vie et tout ça. Quand ils ont fini de faire tout, et ce qui est marrant, c'est que je me suis soigné sur fonds propres. Wow. J'imagine que c'est énormément de dépenses. Oui, beaucoup. Et ça vraiment. Je profite de l'occasion pour remercier mes frères et sœurs, mon épouse, surtout mon petit frère. J'insiste. Aujourd'hui, Dieu voulant, il est sélectionné pour l'équipe nationale aujourd'hui. D'accord. Je pense que c'est Dieu qui a permis cela. Il n'a pas lésiné sur les moyens pour que je sois là où je suis. C'est vrai, l'argent peut être là, mais c'est Dieu qui fait tout chose, c'est Dieu qui guérit. Mais il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a mis les moyens à disposition, pareil pour mon épouse, pareil pour certains mécènes aussi qui m'ont aidé. Pardon, je ne vais pas oublier quelqu'un. Je profite de l'occasion pour remercier toutes ces personnes-là dans l'ombre qui m'ont vraiment soutenu. Il y a une jeune dame aussi que je peux citer, une jeune dame Baouli aussi qui m'a beaucoup soutenu, du nom de Nguessan Claudia, voilà, que je ne peux pas oublier, m'a beaucoup soutenu. Voilà, il y a aussi une jeune dame aussi, ici, ce sont des filles qui sont ici à Casa avec moi, voilà, qui s'appelle Koudou Chantal aussi, que je salue au passage. C'est des personnes qui ont un cœur en or, en fait. Des personnes qui ont un cœur en or, m'ont beaucoup soutenu. Donc... Et c'est pas terminé pour les soins, donc... Non, c'est pas fini, parce que après ça, il y avait des particules, on va dire des métastases qui sont arrivées au niveau de ma cage thoracique. Très bien. Alors le docteur, au départ, avant l'amputation, quand j'ai fait la dernière radio, il m'a dit comme ça que ce n'était pas grave. Il fallait qu'on ampute rapidement, et puis après, on va voir pour le reste. Ok, ce qui a été fait. Et là, on a besoin de me suivre chaque 3 mois, chaque trimestre, je dois faire un TDM. Alors, pour expliquer un peu, c'est quoi le TDM pour que nos internautes c'est un peu comme un scanner. C'est une radio, mais poussée. Un peu poussée pour voir l'évolution de ces métastases-là. Chaque 3 mois. Chaque 3 mois, en fait. Donc, pour l'année en cours, là, qui est en train de finir, j'étais censé faire 4 TDM. Et en 2026, 2 TDM, afin qu'on me déclare guéri ou pas. D'accord.
Voilà. C'est en quelque sorte comme un bilan. Tout à fait. Mais par faute de moyens, je n'ai pas Respecté. Je n'ai pas respecté, je n'ai fait aucun TDM jusqu'au jour d'aujourd'hui. Wow. Je n'ai fait aucun TDM parce que les TDM sont quand même coûteux au fait. Voilà. Donc, je n'ai fait aucun TDM et ça fait que, c'est vrai, il m'arrive par moment d'avoir peur. Je suis fait des chairs aussi, hein, donc j'ai peur. Il m'arrive d'avoir peur. Mais je regarde à Dieu et je continue avec cette foi-là. C'est justement l'occasion de Ozili Podcast de soutenir pour toutes ces personnes qui souhaiteraient soutenir. Parce que l'objectif justement de cette émission-là, comme on l'a dit hors antenne, c'est d'apporter de l'aide. C'est pas vraiment une aide assez extraordinaire. On fera vraiment en fonction des moyens de bord. Tout à fait. Donc pour toutes ces personnes-là de bonne volonté qui souhaiteraient soutenir, ce serait bienvenu. Et voilà, avec bien sûr mon mentor, on fera ce qu'il y a lieu de faire, apporter de l'aide comme on peut et vous soutenir aussi si Dieu permet. Et donc il y a ces TDM trimestriels qu'il faut faire, qui n'ont pas été faits. Donc ce qui veut dire que vous avez un gros retard. Et comment ça se passe de votre côté? Et le médecin vous prescrit des médicaments pour, la dernière fois que j'ai vu tout à l'heure quand je parle, c'est un peu saccadé quand je parle parce que j'ai des problèmes respiratoires. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Voilà pourquoi je dis j'ai peur, parce que je ne sais pas c'est dû à quoi. Je ne sais pas est-ce que c'est parce que... Enfin, je pose pas mal de questions. C'est tout à fait normal. Voilà, je pose pas mal de questions, mais quand je suis allé... Quand je l'ai vu, il m'a demandé, mais où sont les TDM? Oui, puisque... Parce que c'est avec les TDM que je peux travailler. C'est vrai, il m'arrive d'avoir des douleurs quand même au niveau de ma cage thoracique, il m'arrive d'avoir des douleurs. Il me dit, mais les TDM sont où? C'est avec les TDM que je vais voir ce qui se passe. Comment ça évolue? Parce qu'avec les médicaments qu'on t'avait donnés antérieurement, peut-être que ça va évoluer de manière positive, c'est-à-dire que c'est en train d'annuler. Ce que nous espérons, qu'on vous déclare totalement guéri. Tout à fait. Ou c'est en train d'évoluer négativement, ce qui va nécessiter que je fasse une chimiothérapie. Voilà, ce que je refuse d'ailleurs. Donc ça ne va pas arriver. Dans ma prière, toujours, je demande à Dieu de ne même pas faire une radiothérapie ni une chimiothérapie. Je ne veux pas passer là-bas. Voilà. Nous repoussons carrément ça. On garde toujours l'espoir parce que c'est aussi ça. C'est psychologique souvent. Quand on a de l'espoir, ça donne l'envie de vivre. Oui. Et psychologiquement, on est bon, on est positif. Tout à fait. Et puis, on peut guérir. C'est pas impossible. C'est pas impossible, surtout que vous avez la foi. Alors, je vais donner la parole à mon mentor pour rajouter, justement, donner un mot après tout ce qu'on a entendu. Je suis complètement touchée. Pareil, c'est sûr pour tous ceux qui nous suivent, normal. Tout à fait. Quand on entend une histoire pareille, on se demande pourquoi. On se pose la question pourquoi. Ça n'arrive pas qu'aux autres également. On peut se sentir concerné. La vie nous réserve des surprises. Les mots me manquent également mais je suis sûre et certaine que nous aurons la victoire dans cette affaire. Et puis, à vous voir déjà, moi, ça me donne aussi du sourire. Parce que vous êtes rayonnant. Oui. Voilà. Oui, il le faut. Rayonnant. Il le faut. C'est ce qui est d'ailleurs recommandé. Ouais, il le faut. N'est-ce pas? Il le faut. Il le faut. Le frère, il a eu ce mal, disons, depuis son jeune âge. Oui. Voilà, c'est pas quelque chose c'est pas qu'il a posé une action qui lui a donné ça. Tout à fait. Voilà, c'est quelque chose qui était dans ses gènes et qui a été découvert. Voilà, et par la grâce de Dieu, il a pu au moins assister à un niveau de traitement. Donc je pense que aujourd'hui, il est un peu essoufflé. En tout cas, financièrement, oui. Bien qu'il ait le moral, il a aussi besoin de soutien. C'est ça. Parce que c'est vrai, il compte Dieu.
mais Dieu aussi pourvoit. C'est ça. Je crois que le cœur de nos auditeurs ou téléspectateurs sont quand même touchés. Qu'ils voient comment le frère s'est battu et qu'il a besoin d'un petit bain de soutien pour pouvoir accéder maintenant au niveau de son traitement. C'est ça. Voilà, il supporte aujourd'hui l'amputation, mais il faudrait quand même qu'on puisse au moins lui permettre de vérifier son taux de guérison, de rétablissement, pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner ça pour avoir une guérison totale. C'est ça. Il fait son possible, mais aussi il faut que les gens aient un cœur pour le soutenir. Il faut qu'il y ait des gens vraiment bien disposés qui attendent sur une situation là aussi pour faire parler leur cœur. C'est ça. Voilà. Amen. En tout cas, avec l'aide du Seigneur, c'est un croyant, il prie. Et c'est que quand tu pries, Dieu te répond toujours. Et Dieu vraiment va lui répondre. Amen. Certainement, certainement. Alors, il y a une question, hein. Moi, je pose des questions. Et Oui, si tout vous à avez fait. aussi des questions, n'hésitez surtout pas parce que nous sommes tous là pour ça. On a envie de creuser, on a envie de comprendre. C'est justement pour ça que cet échange-là a été mis sur pied. Et moi, je me demande comment vous faites. C'est peut-être indiscret. Mais c'est le moment de poser parce que je suis certaine que certains internautes ont aussi cette question-là à l'esprit. Comment vous faites pour vous vêtir? Comment vous faites pour... Ouais, ça. Ouais, ça me revient. Peut-être je me dis, mais attends, quelqu'un qui a un bras, voilà, expliquez-moi un peu. Ouais, pour... Vous avez de l'aide de votre fils? Non. Vous le faites tout seul? Ouais, je le fais tout seul. Je le fais tout seul. Par exemple, mettre la ceinture, par exemple, je le fais tout seul. Ouais, mettre ma ceinture, par exemple, je le fais tout seul. J'essaie je regarde, je prends la ceinture, avec ma main gauche, je fais le rond quand j'arrive. Voilà, quand j'arrive derrière, je suis obligé de mettre ma main comme ça derrière, d'arriver là. Oui. Quand je tire, la boucle là, quand je mets dans la boucle, je tire bien et puis je bloque avec cette main là pour que je puisse mettre dans... En fait, c'est tout l'esprit travail carrément. Oui, c'est Vous avez développé alors un autre sens avec l'autre bras. Tout à fait. C'est ce que voilà. Est reprogrammé. Merci. Moi, la question que je vais lui poser, Oui. tout à l'heure, quand je suis allé chercher, il était dans une voiture. Oui. Comme que je l'ai vu dans la voiture, comment il fait pour conduire? Il devait se positionner, il était sorti. Et quand il est monté, j'ai regardé un peu, mettre la clé, mais la clé se trouve sur le côté droit. Ouais. Donc, c'est la même chose. Donc, je l'observais. Comment tu fais pour conduire une boîte manuelle, même pas automatique? Sérieux? Ouais. Et comment? En fait, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit toujours, j'ai dit à toute personne. Mais en fait, il a un mind vraiment exceptionnel. Hein? C'est comme ça que je suis, papa. Moi, je suis... La première voiture dans laquelle je suis monté, je suis un challenger, en fait. Moi, j'aime les défis. Vous aimez relever, les défis. J'aime ça, en fait. Quand je vois quelqu'un faire quelque chose, je dis, mais attends, il a dit... Pourquoi? Je peux le faire. C'est pas pourquoi je peux le faire. Je suis une personne comme lui, je peux le faire. Donc, c'est comme ça que je suis, en fait. Wow. La première voiture, j'ai vu quelqu'un qui était handicapé. Parce que j'ai travaillé comme laveur auto. Après ma maîtrise, comme laveur auto dans une station. Comme laveur auto avant de vous faire en... Oui, avant ça c'était en Côte d'Ivoire. D'accord. Comme laveur auto. Et un jour, je vois un client qui vient, il garde la voiture, descend, il est handicapé. Wow. Je l'ai observé et j'ai tiré une leçon dans cette observation-là. Il dit, mais attends, à ce moment, je n'avais pas de permis, je ne savais pas conduire. J'ai dit, mais comment se fait-il que moi, je mets 2 pieds et quelqu'un qui est handicapé a conduit une voiture, il a ramené jusqu'à la station. Nice. Alors là, il faut que je conduise. Et bizarrement, quand je parlais comme ça, et c'est Dieu qui l'a fait, il y a un autre client qui arrive avec une Honda Civic. Et le gars, il dit, je suis fatigué. Qui parmi vous sait conduire? J'ai levé la main et dit, moi. Bien. Quelqu'un qui n'a jamais conduit. J'ai dit, moi. Et d'accord, quand tu finis, tu me ramènes ma voiture. Je suis au 2 cuits, tu me ramènes ma voiture et tu prends l'argent. Et nous, on était au carrefour 2 camps, là, aux 2 plateaux. C'est là que notre lavage s'est trouvé. C'est bon. J'ai lavé la voiture, je vous dis, et puis j'ai demandé à un jeune de la gare, et j'ai pris la clé, j'ai mis dans ma blouse. Le soir à la descente, j'ai pris la voiture. Sans avoir appris à conduire.
Je vous dis. Alors, franchement, c'est les auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent. J'ai pris la voiture. J'ai pris la voiture. Vous n'avez plus d'excuses. J'ai pris la voiture et puis, quand j'ai allumé, j'ai passé la première. Mais j'ai failli griller son disque. Mais je suis resté comme ça en première. Comme ça. Au moins, j'ai pris la direction jusqu'à ce que je sois au deux cuits. En première. L'odeur qu'il y avait. Mais j'imagine, parce que la formation, zéro formation. Je me demandais, je dis, mais attends. Mais ce qui m'a réjoui après ça, c'est que j'ai déplacé la voiture. En fait, la mission a été accomplie. Le but, c'est passé ce cap-là. Tu as passé les caps. C'est ça. Donc, vous avez vaincu la peur. Effectivement. En fait, c'est ça. Effectivement ça. Et là, je suis amputé du bras droit. Là, vous êtes à l'aise, ça dit le mind est déjà. Et on a signé un jour. Voilà, on a quelqu'un, un frère que je salue au passage, Monsieur Dabé, avec qui on sortait et tout ça. Et c'est lui qui avait la voiture. Une boîte manuelle. Et ce jour-là, il est un peu. Il a trop soulevé le coude ce jour-là. Donc, il ne pouvait pas conduire. Encore, vous étiez là. C'est-à-dire vous êtes à chaque fois au bon moment. Donc, j'ai pris la clé. J'ai dit, je conduis. En fait, vous osez. Et vous prenez le devant. Ouais, ils m'ont tous regardé. Ils disent, mais vous me regardez pourquoi? J'ai le permis. Bien. Bon, vous me regardez, quand vous êtes au volant, au téléphone, là, ça fait combien de bras vous conduisez? Exactement. C'est la question que j'ai posée. Vous êtes au téléphone, mais ça fait qu'un bras vous conduisez? Mais moi, j'en ai un. Je n'ai pas de téléphone, donc je supposais que c'est mon bras là qui a le téléphone, mais l'autre conduit. Où est le problème? Déconseillé de conduire pendant qu'on est au téléphone? C'est ce que je leur ai dit. Vous avez le téléphone et vous conduisez. Ben, moi, je n'ai pas le bras. Supposez que ce bras-là, oui. C'est ça. Donc, je suis monté dans la voiture. Ils sont montés. J'ai allumé. J'ai fait pour allumer, comme papa l'a dit. Et une manuelle? Oui, j'ai mis ma main de ce côté-ci. J'ai allumé. Ils sont partis, je les ai accompagnés. Je suis allé à l'aéroport avec eux. Je suis revenu. Et ils m'ont dit que c'est pas la peine. Mais moi. C'est un génie. Mais oui, mais après ça, c'est fini, quoi. J'ai franchi aussi une autre étape. Donc, depuis lors, je conduis. Voilà, je conduis pour dire à certaines personnes de ne pas limiter leur vie à un handicap, bien à quoi que ce soit, quoi. Faut pas se créer un blocage. En fait, tout est possible quand on a la volonté. Tout. Quand on a vraiment envie, il faut décider. Il faut oser. Il ne faut pas se dire que non, je ne peux pas le faire. C'est impossible pour moi de le faire. Non, c'est trop difficile. C'est trop dur. Donc, accepter sa réalité. C'est ça, effectivement. S'en rendre compte. C'est ça. Décider, oser. Et puis, on passe à l'action. Tout à fait. Et c'est bien ce que vous avez fait. C'est vraiment à féliciter. N'est-ce pas? Merci en tout cas, moi, je vous tire le chapeau. Très belle histoire inspirante. Très belle histoire inspirante. C'est justement l'occasion pour le prochain invité qui doit se préparer. Je dirais lequel par la suite. C'est bien Ozili Podcast, de Ozili Podcast. Et vous êtes chez vous. Vous êtes bienvenus. Je souhaiterais, avant qu'on ne termine cette émission, que vous puissiez donner votre mot de fin à tous ceux qui nous regardent, les encourager. Nous sommes pratiquement au thème de l'émission. On est à peu près à combien de minutes? On a passé pratiquement plus d'une trentaine de minutes, presque à 1 heure. Ça a été un énorme plaisir. Merci. Et quel est votre mot de fin? Bon, déjà vous remercier. Remercier papa, remercier l'équipe de production et vous, ma coach, comme j'aime bien l'appeler. Oui, ça c'est mon cri de guerre. Alors. Et dis à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent que la vie, elle n'est pas finie. La vie n'est pas finie. Et dans votre différente vie, mettez Dieu au devant. Parce que je sais,
J'ai dit ça, on pourrait même rester ici à parler de ma vie, on n'allait pas finir. Parce que moi que vous voyez, même en classe de 3, je suis tombé dans un puits. Une fosse septique. On avait déjà vidangé. Je suis resté là comme quelqu'un qui tombe dans du sable mouvant. Mais Dieu m'en a sorti. Wow. On m'a fait l'ablation du rein. Je vis avec un seul rein. On m'avait carrément interdit de manger tout. Puis il y a pas mal de choses que je ne mangeais pas. Mais je me suis dit que je suis un être humain. Et Dieu a créé les aliments, il faut que je les mange. Je suis là. Aujourd'hui, c'est mon bras qu'on m'arrache. Monsieur, je suis là. Parce que cette force que j'ai, ce n'est pas une force qui est inventée, mais cette force, elle est en chacun d'entre nous. Il suffit simplement d'écouter la voix du Seigneur et vous verrez. Je vous remercie. Waouh! Message fort, message puissant. Alors, votre mot de fin? C'est comme moi, j'ai été vraiment édifié par le témoignage de notre frère. Et ce que je peux dire aux autres, à ceux qui nous suivent, que la vie, on ne finit jamais. Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et comme il a dit, tout accroché au Seigneur. Et par la force que Dieu nous donne, nous pouvons gravir les épreuves, nous pouvons arriver au sommet, là où nous allons. Quand une montagne, pour la gravir, en bas d'une montagne, il y a toujours une vallée. Tout à fait. Et il faut traverser la vallée et gravir la montagne. Tout ce qui arrive au sommet, on les acclame, mais ils passent par un chemin. Si tu n'acceptes pas de passer par le chemin de la vallée, de la montée de la montagne, tu ne verrais pas vraiment la gloire à laquelle tu t'attends. Alors, arme-toi de courage, arme-toi de persévérance et ta vie ira très bien. Waouh, s'armer de courage, de persévérance, de patience, s'accepter, accepter sa situation, n'est-ce pas un bon mot de fin pour motiver tout un chacun, pour vous dire en fait et pour nous dire que la vie est belle et la vie en vaut la peine, bien sûr, d'être vécu, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut persévérer, il faut bien sûr continuer, ne pas lâcher prise et continuer à avancer. C'était Ozili Podcast. On se retrouve pour un prochain numéro. Je remercie bien sûr mes invités. Merci Monsieur Christian Lopez de nous avoir émerveillés avec cette histoire. On se fait l'accolade. Et je remercie également mon mentor. Merci pour ce premier podcast qui était un succès. Histoire émouvante, motivante. Et je remercie également mon mentor. Merci à vous d'avoir répondu présent à ce premier podcast. Et je vous donne rendez-vous pour le deuxième podcast. On se dit à très bientôt.